Bonsoir à tout le monde et merci d'avoir bravé l'heure d'hiver, traversé la nuit pour venir jusqu'ici ou prolonger la journée. Je me réjouis de la discussion que l'on va avoir ensemble. En quelques mots, j'aimerais commencer par une anecdote tout simple. Hier soir, j'étais à la maison et je zappais sur le poste de télévision. Et je suis toujours un peu intéressé par la chaîne russe RTV. Et c'était des informations, et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et c'était le fait que les statues des soldats russes combattant le nazisme sont en train d'être enlevés en Pologne. Et ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant, à la fois qui nous dit quelque chose sur l'état de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles politiques mémorielles qui se mettent en place depuis quelque temps et qui traduisent une nouvelle géographie mentale, une nouvelle géographie psychique dans les relations entre pays européens et notamment dans un moment assez crucial de l'Europe avec une crise identitaire assez profonde, un malaise social, des inégalités aussi, qui se traduisent politiquement, et puis un nouveau climat peut-être de guerre froide qui est en train de s'installer. Donc tout ça, j'ai trouvé que le fait qu'on voyait des statues de soldats soviétiques combattant le nazisme en train d'être enlevés disait quelque chose de l'état de l'Europe aujourd'hui. Et on aura l'occasion d'y revenir dessus. Et on se trouve, pour moi en tout cas, un moment assez important de l'histoire européenne. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale s'efface, on voit de nouveaux périls apparaître, on voit une resurgence des nationalismes, et cette resurgence des nationalismes prend une variété de formes. Et dans cette variété de formes, il y a la construction de nouveaux monuments, de nouveaux musées d'histoire. Sans doute c'est une période historique où il n'y a jamais eu autant de musées d'histoire qui ont été construits qu'aujourd'hui. Et parallèlement, vous l'avez vu sur Facebook, vous l'avez vu dans tous les journaux, vous avez vu la destruction, que ce soit par Daesh de Palmyre, de la cité antique de Palmyre, que ce soit les Bouddhas de Bamiyan par les talibans, que ce soit d'autres exemples encore, que ce soit en Irak où, encore une fois, Daesh a détruit des pièces, des œuvres d'art qui étaient multiséculaires. Donc à la fois, on voit un processus de destruction d'œuvres antiques et d'œuvres parfois récentes, et en même temps, on voit ce processus de construction, de formalisation d'une nouvelle histoire, d'une histoire, d'une mémoire officielle. Et je me suis en train de me demander, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et c'est un peu la question que j'aimerais un peu travailler avec vous dans un moment peut-être assez sombre de l'histoire européenne. Et je vais prendre plus tard deux exemples qui me semblent intéressants et qui traduisent à la fois la nature très ambivalente de la mémoire. Pour moi, la mémoire a été... il y a une histoire politique de la mémoire qu'il faudrait peut-être écrire. Et je vais essayer pendant ces quelques minutes, ces premières minutes, très rapidement de balayer, de montrer quelques grandes balises dans l'évolution de notre rapport à la mémoire. Et de l'autre côté, donc en gros, entre les années 90 et les années 2000, on a vu le droit à la mémoire se formaliser. Aujourd'hui, c'est presque un droit juridique. Il existe juridiquement le droit à la mémoire. Parallèlement aussi, et c'est très intéressant, parallèlement, son double si à moi inversé, le droit à l'oubli s'est aussi codifié. Notamment le droit à l'oubli numérique avec Facebook, où on peut désormais demander de retirer un certain nombre d'informations. Donc il y a toujours eu une dialectique immémoriale sur le rapport entre la mémoire et l'oubli. La mémoire, il y a une bonne mémoire dont il faudrait se souvenir, et en quelque sorte, une mauvaise mémoire qu'il faudrait au tout prix éteindre, oublier, annihiler. Et donc toutes les sociétés à travers les époques ont toujours joué
sur ces deux polarités et en déplaçant constamment le curseur entre l'injonction à la mémoire et l'injonction à l'oubli. Donc on est toujours dans ce processus dialectique, et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ce processus dialectique évolue encore. Et ce qui est intéressant pour nous, et y compris dans un lieu comme celui-ci, le CCC, il y a 2 ans, a été amené à collaborer avec un rapport des Nations Unies sur comment élaborer des standards de mémoire, des standards mémoriels lorsqu'il y a après des conflits. Et donc avec la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits culturels, nous avons élaboré avec des experts internationaux ici même une réflexion sur comment élaborer des standards. Et donc pour moi c'est toujours formidablement intéressant de participer à ce processus à la fois de construction de critères mémoriaux, mais tout en étant toujours très suspicieux de ce que je suis en train de faire. Et toujours en essayant d'avoir une sorte de regard critique en disant sans doute c'est nécessaire, sans doute il faut établir des procédures institutionnelles, mais en même temps, quels sont les effets pervers. Et donc avec vous, j'aimerais peut-être aussi, je vais vous montrer un extrait plus tard de 2 minutes d'un procès où je vais essayer d'examiner avec vous comment, à travers de très très bonnes intentions, on peut créer une situation totalement aberrante et des effets profondément pervers. Donc, pour partir peut-être d'une balise peut-être assez européocentrée, l'un des grands points d'accroche de la mémoire, c'est évidemment dans notre histoire des religions monothéistes, c'est la Bible, et notamment le Deutéronome 7, où il est dit, et je cite parce que je ne connais pas bien la Bible, loin de là, si tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu adores d'autres dieux, tu disparaîtras. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, socialement, contextuellement ? Ça veut dire que la loi sociale est basée sur l'injonction du souvenir. Tu dois connaître la loi, tu dois connaître les 10 commandements, tu dois connaître un ensemble de règles et de prescriptions qui sont autant de valeurs, de manière à pouvoir vivre ensemble. Car si jamais tu viens oublier, tu disparaîtras. Pourquoi tu disparaîtras ? Et le texte sous-jacent qu'on pourrait lire, c'est parce que ça préfigure le chaos du monde. Le chaos du monde repose sur simplement l'idée qu'il n'y a plus de règles. Donc ce qui fait règle, c'est ce qui fait société. Et au cœur de l'injonction divine, il y a cette idée que faire société, c'est élaborer des règles, des valeurs, des normes qui nous permettent de vivre ensemble, de déterminer le licite de l'illicite, le légal de l'illégal, de ce qui est normé et de ce qui est en dehors de la norme. Ce qui est intéressant, pour sauter les siècles et aller très vite à la Révolution française, lorsque vous prenez le préambule de la Déclaration des droits de l'homme en France, c'est marqué ceci, les représentants du peuple français, constitués ici en Assemblée nationale, considèrent que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Et donc on retrouve cette même idée, mais cette fois-ci sécularisée, cette fois-ci laïcisée, que ce qui fait société, c'est l'injonction du souvenir. Et que l'oubli, c'est finalement l'ouverture à la porte des malheurs de la société humaine. Donc ça, c'est pour la mémoire virtueuse. Mais de l'autre côté, il y a la mémoire qui est aussi vue comme la mémoire dangereuse. Et la mémoire dangereuse, elle commence aussi à des temps immémoriaux. On peut penser notamment aux Grecs. Les Grecs qui
façonner des mémoriaux en bois sur les champs de bataille pour qu'avec l'usure du temps, ils disparaissent. Et c'était l'idée que avec le temps, il y a une cicatrisation et que l'oubli vient avec le temps. Et une fois qu'on a oublié, finalement, on est réconcilié. Et les Grecs ont prolongé cette idée-là et l'ont en quelque sorte renforcée en forgeant le concept d'amnistie dans les guerres du Péloponnèse. Et donc là, on voit très bien que l'oubli est aussi constitutif de la société. Pour faire société, eh bien, il faut oublier les anciennes querelles. Et donc oublier qu'on a été ennemis pour pouvoir vivre ensemble. La relation à l'autre est basée aussi sur l'oubli volontaire, sur l'annihilation de la mémoire, sur l'extinction de la mémoire. Et cette idée-là, on va la retrouver tout au long des siècles. Et de manière très claire, tous les édits de pacification. Vous prenez par exemple l'édit de Nantes. Vous verrez, aussi bien dans l'édit de Nantes que dans tous les autres édits, il y a cette injonction de garder la mémoire éteinte. Parce que sinon, si on la rallume, eh bien c'est le conflit qui renaît, et donc c'est la guerre qui renaît. Alors, sous d'autres aspects, Nietzsche l'a aussi reprise. Et Nietzsche, par exemple, à un moment, raconte l'histoire d'un mouton. Et il dit, il envie le mouton. Et parce qu'il pose une question au mouton, il lui dit, mais comment fais-tu pour oublier, toi ? Et le mouton aimerait bien répondre, mais il a déjà oublié la question. Et derrière ça, il y a chez Nietzsche l'idée d'un élan vital. Et cet élan vital doit en quelque sorte se débarrasser du fatras mémorial. Et que la vie repose aussi sur une énergie qui ne doit pas être trop bridée, parce que sinon, elle serait trop éteinte. Et cette idée-là, elle a été reprise, par exemple, par un manifeste futuriste, par Marinetti en 1909. Marinetti, qui est alors un artiste et qui est encore bien loin de devenir plus tard un mussolinien convaincu et un fasciste. Et Marinetti, dans son manifeste futuriste, dit ceci. Alors, il monte jusque sur le haut de l'horloge de la place Saint-Marc à Venise, et il lance des tracts et proclame du haut-parleur: nous répudions l'antique Venise exténuée et anémiée par des voluptés séculaires, nous répudions la Venise des étrangers, amants du snobisme et de l'imbécilité universelle. Et il ajoute plus tard: boutez donc le feu aux rayons des bibliothèques, détournez le cours des canaux pour inonder les caveaux des musées, qu'elle nage à la dérive l'étoile glorieuse, à vous les pioches et les marteaux, à vous les pioches et les marteaux. Et cette formule prend aujourd'hui une dimension formidablement contemporaine lorsqu'on pense à Daesh, lorsqu'on pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Bouddha de Bamiyan, lorsqu'on pense aussi à d'autres groupes djihadistes qui ont détruit les mausolées de Tombouctou et d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a aussi ce fil à travers les siècles, cette dialectique qui se poursuit encore une fois entre la mémoire et l'oubli. Et le XXe siècle commence avec à la fois Marinetti d'un côté et son manifeste surréaliste, et avec Freud. Et Freud qui, à travers l'inconscient qu'il découvre, fait appel à la mémoire. Et on finit le XXe siècle avec quoi ? Avec les commissions Vérité et Réconciliation, et donc avec l'utopie d'une mémoire qui réconcilie, d'une mémoire où les peuples pourraient être en quelque sorte, métaphoriquement, allongés sur le divan, et qu'ils pourraient parler de leur inconscient et raconter les traumatismes des guerres qu'ils ont vécues. Et donc on voit bien encore une fois cette oscillation permanente qui est sans doute aussi en chacun de nous. Et donc, dans les années, à la fin de la guerre froide, on voit l'injonction à la mémoire qui rejaillit avec une force insoupçonnée. Et donc, si on prend par exemple la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine, quel est le slogan ? Le slogan est formidablement révélateur, c'est « Revealing is healing ». En d'autres termes, la mémoire, elle guérit, la mémoire est cicatrisante. Il faut évoquer le malheur pour pouvoir se réconcilier. Donc vous voyez très bien, en d'autres termes,
comment il y a eu une sorte de renversement qui s'est produit en l'espace presque d'un demi-siècle. Il y a un demi-siècle, ou un peu plus d'un demi-siècle, on interdisait, De Gaulle interdisait à la télévision un film de Marcel Ophuls sous prétexte que se rappeler la mémoire et la collaboration de la Deuxième Guerre mondiale serait en quelque sorte diviser le peuple de France. Et donc il fallait interdire ce film. Et là, que fait une commission Vérité et Réconciliation? Elle inverse cette logique et la cicatrisation ne passe plus donc par l'oubli, mais au contraire par le rappel des faits. Donc on voit bien effectivement comment tout cela, comment on voit cette évolution avec des nouveaux standards, avec les standards des commissions Vérité et Réconciliation, à travers la justice internationale qui est posée aujourd'hui comme une exigence, même si on sait les développements des 2 dernières semaines en Afrique, à travers l'injonction des politiques mémorielles qui se produisent, et donc le droit à la mémoire qui est aujourd'hui un droit juridique. Alors on demande aux victimes, et on voit très bien ce déplacement, non plus d'oublier, mais presque de se sacrifier une deuxième fois en disant publiquement leur malheur qui s'est produit sur eux. Et s'ils doivent le faire, ce n'est pas seulement pour eux, soi-disant seulement pour être thérapeutique pour elles-mêmes, pour les victimes, mais c'est pour l'ensemble de la société. Il y a cette prétention, ou cette utopie, comme vous le voulez, qui est que la société est guérie par le rappel des faits qui doivent être portés par ceux-là même qui ont vécu cette souffrance. Il y a donc cette idée qu'il y a des gens qui doivent se sacrifier presque socialement en rappelant leur propre malheur au nom du bien commun, d'une nouvelle identité nationale qui serait fabriquée par une nouvelle narration qui réconcilierait les uns et les autres, ceux qui se sont battus d'un côté et d'un autre, ceux qui étaient les victimes d'un camp et les victimes de l'autre camp. Et donc il y a cette idée d'une société réconciliée à travers un processus narratif, à travers la création d'une nouvelle identité, par exemple The New South Africa, The Rainbow Nation, cette idée de la nation arc-en-ciel qui est née d'un processus thérapeutique. Et donc parler de sa souffrance, c'est aussi parler du passé, mais aussi l'idée de prévenir des malheurs futurs. C'est une dimension préventive aussi. Donc c'est porteur de tout cela, cette utopie, qui est l'utopie de la fin du XXe siècle et du début de notre XXe siècle. Et maintenant, j'aimerais vous montrer comment, à travers un procès qui s'est, et peut-être qu'il faudrait que je parle 2 minutes de ce procès avant de vous montrer cet extrait, comment cette idée-là, cette utopie d'une société réconciliée, à travers notamment la justice pénale internationale, peut mal tourner. Comment en fait, il peut y avoir effectivement des effets pervers à un processus de justice. Alors, je dois un peu contextualiser ce que vous allez voir. Ce qui se passe, c'est que ce cas et la cour dont il va être question, c'est le tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous le savez, il y a eu à peu près entre 800 et 1 million de morts durant 3 mois, une centaine de jours, à partir de avril 1994, où la minorité Tutsi va être littéralement exterminée. Et avec, disons, le monde, ça va être un génocide commis en direct. Le monde ne va pas intervenir, la communauté internationale ne va pas intervenir pour un certain nombre de raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici. Mais quelques mois plus tard, en novembre, le Conseil de sécurité, qui ne voulait pas intervenir, va néanmoins voter la résolution 955 du Conseil de sécurité, qui crée un tribunal pénal international. Et donc ce tribunal va commencer à exister. Et donc, alors ce qui est intéressant, et peut-être qu'il faut le dire ici, c'est que sur les 15 pays qui sont à l'époque au Conseil de sécurité en 1994, il y a évidemment les membres permanents, les 5 membres permanents, et les 10 autres, c'est des membres rotatifs, c'est des membres qui sont renouvelés chaque 6 mois. Et parmi ces membres, il y a un seul pays qui va voter contre l'instauration de ce nouveau tribunal, et paradoxalement,
Ce pays, c'est le Rwanda. Et donc le Rwanda ne veut pas de ce tribunal parce qu'il voudrait que ça soit sur son sol et non pas dans un autre pays que le sien, en l'occurrence en Tanzanie. Il souhaite aussi que la peine de mort soit infligée aux génocidaires, ce qui n'est pas permis selon les règles onusiennes. Et la troisième raison, c'est qu'il craint que les crimes, non seulement les crimes de génocide, mais les crimes de revanche soient aussi l'objet du travail de ce tribunal. Et donc il ne veut pas risquer que certaines personnes qui sont peut-être haut placées au sein du gouvernement, encore aujourd'hui, puissent elles-mêmes être inquiétées un jour. Donc lorsque le tribunal va se mettre à travailler, il va accuser un certain nombre de génocidaires et il va envisager à un certain moment d'enquêter sur les crimes de revanche. Et c'est à ce moment-là que le procès dont je vais vous parler intervient. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ce procès concerne la région du sud du Rwanda qui s'appelle la province de Butare. Et c'était une région qui ne voulait pas rentrer, où les élites Hutus étaient récalcitrantes à rentrer dans le processus du génocide. Et donc elles vont être éliminées, et c'est en fait le ministre, écoutez l'ironie tragique, de la famille, la ministre de la famille et de la femme, c'est une femme elle-même, dont le prénom est Pauline, qui va prendre en charge la mécanique génocidaire et la mettre en place. Et donc, des centaines de milliers de personnes vont être exterminées sous son commandement et sous le commandement de son fils, dont le prénom est Shalom et dont il sera question ici. Et à peu près 250 000 de femmes vont être violées. Et un certain nombre de femmes vont être violées aussi par son fils, Shalom. Et donc le témoignage que vous allez voir, c'est aussi un processus de cross-examination. Vous savez que la justice pénale internationale fonctionne essentiellement selon des règles anglo-saxonnes. Et donc l'idée que la vérité est le produit non pas menée par un juge d'instruction, mais elle est menée par une sorte de confrontation entre l'accusation et la défense. Et donc il y a cette procédure de cross-examination qui est parfois formidablement violente, où une personne victime va être amenée à répondre à des questions d'un avocat qui peut être formidablement brutal. Et c'est en partie la scène que vous allez voir. Alors ces 2 minutes, j'avais fait un film pour Arte et la RTS il y a 13 ans, je crois. Et donc ces 2 minutes sont tirées notamment de ce film. Espérance n'apparaît pas sur ces images du tribunal, sous prétexte de préserver son anonymat. Cet après-midi-là, pendant son contre-interrogatoire, elle a subi un nouveau traumatisme. Témoin, voici ma question. Combien de vêtements vous a-t-on enlevé? J'ai été déçue, car je leur ai expliqué que Shalom et les autres miliciens m'avaient violée. Mais ils n'ont pas voulu me croire. Et ils m'ont posé des questions grossières. Vous avez dit qu'il a lancé vos vêtements au loin. Ensuite, vous étiez nus. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez pris un bain? Regardez, cette scène est très importante politiquement. S'il sourit du caractère déplacé des questions de l'avocat, les juges obligent cependant Espérance à y répondre. Je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai pris un bain. Il n'y avait plus d'eau pendant le génocide. Il a continué à me poser des questions. Est-ce que tu affirmes que Shalom t'a violé plusieurs fois? Si Shalom t'a violé, tu as vu son sexe. Est-ce qu'il est circoncis? Je leur ai dit, allez voir Shalom, vérifiez, et vous verrez par vous-même. Cette question est pour moi ridicule.
Quand il s'agit d'interroger des victimes, le contre-interrogatoire est un instrument de torture. Je le sais. Et là aussi, n'est-ce pas, je dis à mes concurrents. Voilà. Dans cette scène, il y a différents aspects qui sont très, très problématiques dans ce que vous avez vu. La première chose qui est très problématique, c'est que, peut-être 2 mots sur Espérance, c'est son vrai prénom. Son nom, alors, elle s'appelle Théa selon le tribunal qui voulait, qui officiellement lui avait promis l'anonymat. Le problème, c'est qu'on promet l'anonymat, mais on ne le tient pas. Et donc le nom d'Espérance a filtré très rapidement, et immédiatement, elle s'est trouvée en danger de mort, y compris par ses propres voisins. Elle avait une famille de 60 personnes, dont 2 sœurs et un frère et ses parents, et tout le monde est mort. Elle est la seule survivante sur 61 personnes. Donc, elle a survécu, et donc, ensuite, elle ne demandait rien à personne. Elle était en train de errer, on avait vaguement entendu, le tribunal avait vaguement entendu son histoire. Elle était l'une des seules qui avait survécu et qui pouvait mettre directement en cause Shalom, qui était le chef des Interamwe, le chef des milices qui procédaient à l'extermination. Donc c'était, disons, en termes juridiques, c'était un témoin formidablement important. Donc on sort cette pauvre fille de son malheur, on lui promet l'anonymat, elle y croit, et elle se retrouve dans une position ensuite en danger de mort, et plus personne ne la protège. Ça, c'est le premier malheur qui lui arrive. Ensuite, vous avez cette scène, incroyablement, je ne sais pas comment vous l'avez vécue, mais moi j'ai été extraordinairement choqué par la brutalité des questions de cet avocat. Alors, d'une certaine manière, peut-être que l'avocat, je ne sais pas, était dans son droit de poser des questions aussi brutales. Mais ce qui a été politiquement significatif, et c'est là où on voit qu'on prend une victime, on le met dans un contexte formidablement politique, et qu'est-ce qui se passe? Les juges rient. Et les juges rient à un moment où, politiquement, le gouvernement rwandais n'a plus intérêt à collaborer avec le tribunal, puisque de 1994 à 2001, 2002, le tribunal a fait la démonstration que le génocide a bien eu lieu, ce dont certaines personnes doutaient encore en Europe. Et le tribunal, à ce moment-là, commence à envisager d'enquêter sur les crimes dits de revanche, commis donc par le régime qui est désormais en place à Kigali. Et donc, le régime de Kigali va se servir des juges qui rient pour dire on va couper tout contact avec le tribunal pendant un bout de temps et on va torpiller le bureau du procureur. Donc on voit comment cette pauvre fille va se trouver instrumentalisée d'un côté par le tribunal et de l'autre côté par le régime de Kigali. Troisième dysfonctionnement lié cette fois-ci à l'ethnocentrisme des règles, c'est que la justice internationale a été pensée par des gens qui sont des juristes occidentaux. C'est en d'autres termes, ils appliquent les nécessités occidentales, mais n'ont jamais pensé à des pays en développement. Donc, ils prévoient quelque chose pour les perpetrators, ils prévoient le droit à la santé et le droit à l'alimentation, et c'est comme ça que les perpetrators ont le droit à des HIV treatments, à des traitements pour lutter contre le sida, bien qu'eux-mêmes ont infecté des dizaines ou des centaines ou des milliers de femmes, mais que les femmes, elles, n'ont droit à rien parce que c'est des victimes. Or, la loi ne prévoit rien pour les victimes. Il n'y a que les perpetrators, les bourreaux, qui sont couverts, mais pas leurs victimes. On se trouve dans cette situation où les victimes meurent, et meurent seuls dans le désarroi, dans un Rwanda qui est encore dans une situation post-génocidaire, et de l'autre côté, avec des criminels de guerre qui vivent dans une prison 5 étoiles et qui ont un traitement pour lutter contre une maladie terrible. Donc vous voyez le troisième dysfonctionnement.
Le quatrième dysfonctionnement, c'est que ce jugement, qui devait être un jugement exemplaire, a duré entre la première cour, la première chambre, et la cour d'appel, 10 ans dans la première chambre et 5 ans pour la cour d'appel. Le procès a duré 15 ans, ce qui a fait que dans le jugement de la cour d'appel, le droit à un procès rapide n'a pas été respecté, et c'est-à-dire que les peines ont été réduites pour les génocidaires, puisqu'il a fallu 15 ans pour les juger. Donc vous voyez l'ensemble des dysfonctionnements, et tout ça parti sur une idée formidablement noble, c'est-à-dire il faut que les victimes parlent pour leur remettre leur dignité, pour qu'elles se reconstruisent, pour permettre une reconstruction de la société aussi. Donc vous voyez comment avec des belles intentions, si elles ne sont pas bien mises en pratique, il peut y avoir des problèmes, enfin, disons des effets pervers graves. La deuxième chose pour changer radicalement de thème, c'est vous montrer quelques images qui sont liées à des processus mémoriels et des images qui sont très contemporaines parce que j'ai un peu voyagé ces derniers mois et j'ai pensé que c'était intéressant aussi de réfléchir très concrètement sur des situations qui se posent aujourd'hui en termes de politique mémorielle. Et là, j'ai encore besoin d'un ou d'une technicienne de haut niveau pour agrandir l'image. Ah, ça va arriver? Le suspense est là. C'est un peu long, je sais pas. C'est normal? D'habitude, ça saute tout de suite, non? Ben voilà. Je sais pas, c'est pour l'agrandir que visiblement il y a un problème. Il met à jour le menu police. Il met à jour le menu police? Ouais, c'était marqué. Ah bon? C'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire? Non. D'accord. On peut pas agrandir mieux que ça? Ah, on arrive à quelque chose, merci. Alors, voilà, ce dont je vous parlais hier soir, le retrait des statuts des soldats soviétiques qui... que d'action. De mieux en mieux. Ouais? Ok. C'est encore là? Oui. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, par exemple, dans les républiques baltes, comme en Pologne, il y a à peu près la même configuration. Ces pays ont été victimes du pacte Molotov-Ribbentrop. Et donc, à la fois de l'occupation soviétique et aussi de l'occupation nazie, et des crimes des uns et des crimes des autres. La question, c'est comment peser les uns et les autres. Et on voit très bien comment le curseur aujourd'hui se déplace d'une manière assez radicale avec la montée notamment des nationalismes dans les pays de l'Est. L'autre chose j'étais il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, en Tunisie. Là, c'est Mohamed Bouazizi. Et vous vous souvenez que c'est lui qui s'était mis en feu, ce vendeur de fruits et légumes, et qui s'était immolé. Et puis il était devenu un martyr. Et vous voyez, par exemple, là j'ai pris une photo d'un timbre, et donc il y avait énormément de portraits à son effigie, de timbres, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a un véritable débat en Tunisie, est-ce que c'est véritablement un martyr? Est-ce qu'il mérite ce nom-là, ou est-ce que c'est une figure héroïque? Faut-il le traiter comme tel? Et les questions, c'est par exemple, est-ce qu'il buvait de l'alcool? Donc peut-on être martyr et boire de l'alcool et avoir une vie peut-être pas aussi, une vie peut-être un peu dissolue, etc., etc. Et donc ça fait partie des questions qui se posent. Autre question qui se pose très concrètement en Tunisie, c'est la statue de Bourguiba qui a beaucoup voyagé ces dernières semaines.
Le père de la nation avait sa statue dans un lieu absolument central à Tunis. Arrive Ben Ali, qui la déplace et la marginalise, et ces dernières semaines, il revient au centre. La commission Vérité et Réconciliation, avec laquelle je travaillais sur les questions de mémoire, devait prononcer un avis là-dessus, et effectivement, la commission Vérité a peut-être aussi une composition qui reflète différentes visions idéologiques et partisanes. Donc on voit comment aussi inscrire dans l'architecture urbaine une statue ou la déplacer est porteuse de sémantique, porteuse de signal, porteuse de messages. Ensuite, ce que je trouvais très intéressant, j'ai visité les 3 musées dans les pays baltes. Le musée de l'occupation à Riga. Alors l'occupation, c'est l'occupation utilisée comme un terme intéressant à Riga, comme un terme générique. Ça veut dire l'occupation soviétique et l'occupation nazie. Et là, je trouvais ça intéressant, il y a peu de temps, décidé d'introduire un nouveau panneau où il y a le Adolf Hitler Square et on voit la population ici qui se réjouit de l'arrivée des forces allemandes qui sont perçues comme libératrices. Donc à la fois il y a les crimes soviétiques qui sont mis en avant, il y a aussi un rappel des crimes soviétiques, mais aussi des crimes nazis, mais aussi la formidable ambivalence de la société lettonne qui vit un moment assez complexe, puisque 25% de sa population est russe, toujours aujourd'hui, et qui ont un statut de non-citoyen, et le principal pays avec lequel ce pays a une frontière, c'est justement la Russie. Donc, jusqu'où faut-il aller? Quelle histoire faut-il écrire aujourd'hui, alors qu'on est dans un début de tension qui rappelle un peu la guerre froide, et que ce pays a conquis son indépendance face à l'ex-Union soviétique. Donc on voit comment les questions mémorielles jouent un rôle extraordinairement de révélateur par rapport au challenge, aux défis d'aujourd'hui. Alors, ça c'est l'ancien headquarter du KGB à Vilnius. C'est le musée du génocide des Lituaniens. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qui a été, génocidé. C'est les Lituaniens par les Soviétiques. Il se fait que dans l'histoire de la Lituanie, il y avait... Ah ben voilà, il se passe plein de choses ici. Il y avait 200 000 juifs qui ont été tués par les nazis et les Lituaniens, mais il n'en est pas question, pratiquement pas question. Ce qui est mis en avant, c'est le rôle de l'occupation soviétique comme génocidaire. Et donc, encore une fois, on voit très bien comment l'histoire, aujourd'hui, s'écrit. Ah, quel charisme! Et là, si on passe au 3e exemple, cette fois-ci l'Estonie, ça c'est le musée des occupations. Donc on met un S, et puis donc c'est les occupations, cette fois-ci soviétiques et nazies, et on essaye, et là ça c'est un musée intéressant, de manière intéressante de la société civile, d'exposer les différents narratifs, et donc une vision beaucoup plus complexe de l'histoire. Et donc on voit encore comment chaque musée essaye de formaliser des rapports difficiles avec son passé contemporain, mais aussi face aux défis du jour. Ça, c'est une pièce, une œuvre d'art plus vieille. Alors, ce qui est très intéressant, c'est au Pérou, et on voit comment il y a des nouveaux entrepreneurs mémoriaux qui commencent à exister. Cette œuvre d'art a été exigée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, c'est un jugement qui a été exécuté par le Pérou pour créer une œuvre d'art sur lequel figure le nom de toutes les victimes de la guerre entre le Sentier lumineux et l'armée. Chose problématique, c'est de définir qui est victime. Est-ce que, par exemple,
un membre du groupe Sentier Lumineux, groupe qui a commis des atrocités, mais un membre qui aurait été arrêté et tué en prison, est-il une victime ou n'est-il pas une victime? Donc là aussi, il y a eu énormément de discussions. Et on voit que cette œuvre d'art a été aussi l'objet de désacralisation et d'attaques par notamment les partisans de Fujimori. Là, c'est de manière beaucoup plus récente, enfin de manière assez récente, l'année dernière, on voit très bien comment certaines statues, là c'est Cecil Rhodes, qui a donné son nom à la Rhodésie, pays qui est devenu par la suite le Zimbabwe. Et ça, c'est des étudiants au Cap qui s'en prennent à sa statue, qui était encore à l'université du Cap l'année dernière. Et donc, il y a aujourd'hui, dans beaucoup d'universités, énormément de statues problématiques, y compris aux États-Unis, et toute une réflexion sur que faire par rapport à ce passé encombrant de figures qui jadis étaient vues de manière héroïque et aujourd'hui de manière beaucoup plus problématique. Et donc, voilà quelques questions sur lesquelles réfléchir et vous exprimer si vous le souhaitez. Et j'ai trouvé une image très éclairante pour moi. Voilà, ça c'est la commission Vérité au Mali qui avait organisé un peu l'espace, mais bon, je vous laisse réfléchir sur quel est le droit chemin. Voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir la discussion, et je vous remercie de votre attention.